Salut, bienvenue sur le podcast de À nous deux. Est-ce que si je vous le demande, vous sauriez me donner une liste de vos films préférés? Ceux qui vous ont fait rire, ceux qui vous ont fait réfléchir, pleurer? C'est l'exercice que j'ai proposé de faire avec mon frère. On a sélectionné chacun 5 films que l'on aime. On vous en fait un petit speech et pourquoi il est dans notre sélection. Ça a été très dur de n'en sélectionner que 5 et c'est vraiment exhaustif, car au final, on en adore chacun des dizaines. Alors c'est parti, on y va avec Seb. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Exceptionnellement, on enregistre en Belgique, on est à Bruxelles dans les studios de mon frère. Merci Sébastien d'être là. De rien, Pauline. Bon, effectivement, l'exercice n'est pas simple, l'exercice n'est pas facile. Aujourd'hui, j'ai proposé à mon frère de faire un épisode sur le cinéma et sur les films que l'on aime et qu'on préfère chacun de notre côté. Alors bien sûr, on en a sélectionné 5 parce que sinon, l'épisode aurait duré 10 000 ans, étant donné que chacun, il y a des dizaines et des dizaines de films qu'on adore. Là déjà, du coup, on va vous en présenter 10 différents. Et Seb, c'est moi qui commence. C'est toi qui commence. C'est moi qui commence. Alors, on va commencer par un film que j'aime beaucoup qui s'appelle La Ligne Rouge, qui est un film de Terrence Malick qui a été fait en 1998. C'est un film de guerre. Alors moi, je connais pas du tout. T'as jamais vu La Ligne Rouge ? Non. Il faudrait que tu vois La Ligne Rouge. Il est sorti la même année ou un an après que Le Soldat Ryan, par exemple. Ah, ok. C'est à peu près la même... je sais pas si c'est la même année, mais c'est vraiment pas loin. Ok. Et alors là, pour le coup, Le Soldat Ryan, c'est un super film aussi. Mais La Ligne Rouge, c'est un film de guerre qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, mais qui est à l'opposé du Soldat Ryan. Et pourtant, c'est un film incroyable. Et à l'opposé, dans quel sens ? À l'opposé, parce que Le Soldat Ryan, c'est un film à une sorte d'héroïsme, en fait, et promeut, tu vois, il y a un truc On glorifie un peu la guerre, et voilà. Dans La Ligne Rouge, c'est en fait complètement l'inverse. La guerre, c'est le sujet de fond, mais en fait, c'est pas le sujet principal. Et le sujet principal, c'est la place de l'homme dans la nature, et est-ce que la guerre, c'est quelque chose de naturel ? Et en fait, les comédiens, il y a George Clooney, Adrien Brody, Sean Penn, il y a vraiment un casting énorme. Et tu suis un peu les pensées et les interrogations de ces soldats qui avancent pour continuer à aller vers leur objectif. Mais c'est une galerie de personnages où tu es plus dans les doutes de ces mecs, qu'est-ce qu'ils foutent là, pourquoi ils sont là. T'en as qui sont complètement des fous un peu patriotiques, ils sont des vates en guerre, mais il y en a plein d'autres qui sont là, tu sais pas pourquoi, et ils se demandent, ils se posent des questions philosophiques sur qu'est-ce qu'ils font là et pourquoi ils le font. Et tout ça, c'est dans un écrin de nature complètement incroyable, hyper valorisé. On entend vraiment le vent, il y a un vrai contraste, et en plus la mise en scène puis vachement sur ce truc-là. C'est très beau. L'image est magnifique, la nature est vraiment mise en valeur. Et t'as ces soldats au milieu qui ont une mission, et qui essayent d'avancer vers leur truc. Ils comprennent pas vraiment ce qu'ils font là. Mais il me semble que Terrence Malick, c'est justement un réalisateur qui joue beaucoup sur tout ce qui est son, environnement et tout ça, non ? Ouais. Plein d'autres films où c'est un peu contemplatif. Oui, c'est des films très lents. Okay. C'est un film contemplatif qui met qui met l'accent sur la nature, comme il a fait dans d'autres films. Le Nouveau Monde, par exemple, c'est un film de Terrence Malick aussi, où ça joue vachement là-dessus. Et c'est très mis en contraste, et c'est très beau. Les plans, c'est comme des peintures vivantes presque, dans la mise en scène. Donc voilà, ça c'est un film que j'adore. Qu'est-ce qui me plaît aussi dans ce film ? Ouais, c'est ça, c'est le fait qu'en fait, ils ont un but commun, c'était de conquérir cette colline-là. Mais les mecs, ils sont complètement là, ils sont vraiment complètement perdus, ils sont complètement désorientés, ils sont au milieu de la nature, et en fait, c'est très beau. Tout est magnifique, et eux, ils doivent se tuer, en fait. Et donc, il y a une sorte d'allégorie comme ça sur cette histoire. Ouais, il y a vraiment un parallèle entre la nature qui est paisible et des bonhommes qui sont là, ils savent pas trop pourquoi, mais ils sont là parce qu'il faut, et ils doivent tuer et atteindre un objectif vraiment particulier, quoi. Exactement. Ok, je comprends. Pourquoi est-ce que c'est un film dont tu avais envie de parler ? Enfin, pourquoi tu l'as mis dans ta sélection du jour ? Justement, parce que je me rappelle, quand il est sorti, j'avais été le voir au cinéma, et j'avais été aussi voir Le Soldat Ryan. Je ne connaissais pas ce réalisateur Terrence Malick à l'époque. Quand j'avais été voir Le Soldat Ryan, j'avais trouvé ça incroyable, parce que la scène d'ouverture, c'est vraiment... ça, c'est
c'est un morceau de bravoure du cinéma, quoi. Comment c'est filmé, et puis la mise en scène de Steven Spielberg, elle est incroyable aussi. Et là, en fait, t'as un film qui parle aussi de la Seconde Guerre mondiale, un autre pan, quoi, mais qui est traité complètement différemment, qui est vraiment traité presque comme une sorte de métaphore intérieure sur la condition humaine, de l'état de l'homme dans la nature, quoi. Et nous, on est là et on se tape dessus, on se tue. Et alors qu'au milieu, on fait ça dans un truc de toute beauté et on l'abîme en plus. Il y a cette mise en perspective qui est vraiment hyper intéressante et en plus, c'est un film qui est lent. Donc on prend le temps, contrairement par exemple au Soldat Ryan où les choses ça va vite. C'est bien parce que c'est une autre manière de voir un peu le cinéma, le film de genre de guerre, quoi. C'est vraiment une autre manière d'appréhender les choses. C'est un film qui fait vachement réfléchir. C'est un film sur la condition humaine, en fait. C'est un film qui se regarde. Faut prendre le temps de le regarder, et voire même faut peut-être le regarder plusieurs fois. C'est un film qui est une sorte de méditation sur la vie. Et j'ai découvert Terrence Malick, c'est un réalisateur que j'ai suivi après, parce que il fait des choses vraiment. Il a un point de vue différent, en fait, qui va souvent à contre-courant de ce qu'on fait, de ce qu'on voit au cinéma régulièrement. Bah, c'est un film d'auteur, en fait. C'est pas un film de studio, c'est pas un blockbuster, comme peut l'être, entre guillemets. Soldat Ryan, c'est pas un blockbuster, mais c'est quand même un gros film. Oui, tu vois, c'est une grosse production. C'est une grosse production. Alors là aussi, c'est une grosse production. Hein. Oui, mais qui était peut-être moins attendue qu'un Spielberg aussi. Bah oui, c'est sûr. Mais du coup, c'est une autre proposition sur un cinéma, quoi. Mais qui est tout autant incroyable, parce que c'est un gars qui filme hyper bien, quoi. Les cadres, ils sont magnifiques. La musique est incroyable. Je crois que c'est Hans Zimmer qui a fait la musique, où il a mêlé aussi, il a pris des chants mélanésiens de cette région-là, qui est vraiment en parfaite osmose avec tous les sons et ce qui se passe à l'image. C'est vraiment, c'est comme une sorte de... Oui, c'est ça, c'est une peinture. Mais ça, en plus, sur les autres films, il y a aussi, je crois que j'aime beaucoup ces genres de choses où t'as des... Ouais, ça fait des fresques. Ouais, ça fait des fresques un peu comme ça. J'aime bien. Ok, donc La Ligne Rouge. La Ligne Rouge de Terrence Malick dans les années 98. Ok. On passe à moi. Oui. C'est quoi ton premier film? Bon, il n'y a pas d'ordre de préférence. Non, c'est pas parce que je l'ai mis en premier que c'est mon préféré. Oui, il n'y a pas d'ordre de préférence. C'est juste qu'il fallait en mettre un premier et un dernier, quoi. Alors moi, j'ai mis La vie rêvée de Walter Mitty. Donc le titre original avec mon accent anglais, c'est The Secret Life of Walter Mitty. Il est sorti en 2013 et il a été réalisé par Ben Stiller. L'acteur principal est Ben Stiller. Et il y a aussi Sean Penn qui a un petit rôle à un moment. Sean Penn aussi. Ouais. Il a un petit rôle dans le film. J'en ai entendu parler de ce film, mais je l'ai pas vu. Ok. Donc pour vous faire le petit speech, donc Walter Mitty, le personnage principal, c'est un employé très discret, très introverti même. Il travaille dans un magazine au service photographie, un magazine qui s'appelle Life, donc aux États-Unis. Et il a une vie vraiment très plan-plan, un peu terne, un peu triste. Il est toujours un peu habillé pareil et tout et tout. Et donc, il travaille au service des négatifs photos dans cette entreprise. Et en fait, il y a un des négatifs très important qui disparaît. Pendant que sa société, Life, est en train d'avoir un gros mouvement social avec changement de direction, etc. Et donc, en fait, à partir de ce moment-là, il y a un petit truc qui se passe dans sa tête et il part dans une aventure pour retrouver ce négatif. Mmh. Donc le négatif, en fait, il veut retrouver ce négatif, voire retrouver le photographe qui a fait ce négatif. D'accord. Enfin, qui a fait cette photo, quoi. Donc voilà le speech. En fait, c'est vraiment un film très d'aventure, mais d'aventure douce et très onirique. Et bon, principalement, c'est pour ça que je l'aime. D'une part et d'une grosse part parce que il y a une grosse partie du film qui se passe en Islande et j'ai une grosse passion pour l'Islande. Donc il y a une grosse partie du film qui se passe en Islande et j'adore l'Islande. C'est genre mon goal de vie de partir voir l'Islande. Et une autre grosse partie du film qui se passe dans l'Himalaya. Il y a aussi beaucoup de musique, genre la BO du film est géniale. Beaucoup de musique de José González. Par exemple. Oui. Mais vraiment beaucoup de musique de José González. Ah, je savais pas qui. J'adore cet artiste. Il a vraiment fait beaucoup c'est celui qui fait la guitare, là. Ouais, c'est un guitariste. Il y a aussi, par exemple, des musiques de David Bowie, il y a des musiques de Of Monster and Men. Enfin bon, voilà. Vraiment, la BO du film est géniale. Et
J'adore ce thème de l'évasion. En fait, ce gars, il a un quotidien un peu plan-plan. Et d'un seul coup, il se dit, mais purée, mais ma vie, en fait, c'est pas ça. En fait, je crois que ce que je suis en train de vivre, c'est pas la vie que j'ai envie d'avoir. Alors que le type, bon, son âge est pas dit, je crois, concrètement dans le film, mais il a une bonne quarantaine d'années, quoi. Et du coup, ouais, bah, il part en voyage. En fait, il se dit, je vais retrouver ce négatif. Donc, alors, attends, je crois que le photographe, il était en Islande à ce moment-là. Donc, vas-y, il se barre en Islande. Et en fait, il se passe plein d'aventures, il lui arrive plein de trucs, il rencontre plein de gens, alors que vraiment, c'est ce gars qui est tout introverti. Et en fait, il est amené à faire du skate en Islande pour trouver un gamin qui doit lui donner un machin. Et il y a plein d'humour. Enfin, c'est vraiment un beau film d'aventure et d'introspection, en fait. De changement de vie. Et donc, bah, évidemment, ça se passe dans des décors magnifiques. Incroyable. Et il lui arrive vraiment plein de petites aventures. Donc bon, pour ceux qui l'ont déjà vu, vous savez. Pour ceux qui l'ont pas vu, j'ai pas envie de tout vous spoiler parce que c'est aussi un petit peu le but de vous donner envie d'aller voir les films dont on vous parle. Mais voilà, évidemment, il va en Islande au moment où il y a le Eyjafjallajökull là, qui est rentré en éruption. Donc après, il devait repartir, mais il a pas pu. Bref, entre-temps, il re-rentre aux États-Unis. Il se fait lyncher par son patron, parce qu'en plus, c'est un nouveau patron qui se fout clairement de sa gueule, qui genre le diminue à souhait, et en plus, son service va sûrement disparaître, parce que les photographies argentiques, ça commence à ne plus exister. Bon, voilà. Il y a aussi tout ce truc de la société qui avance et qui commence à oublier l'essentiel des choses à leur apparition, quoi. Et voilà, il y a tout un truc là-dessus. Il a aussi une relation très belle et très douce avec sa sœur et sa mère. On sent qu'il y a un truc avec le père, c'est pas dit directement, mais le papa est plus là ou n'a pas été là. Bon, voilà, il y a tout un pan très émotionnel, finalement. Et ouais, même toute la partie dans l'Himalaya, tu vois, il y a des scènes, en fait, toutes simples, mais trop belles, où il va jouer au foot avec des gamins, tu vois, avant de faire une ascension de ouf dans une montagne. Et tu te dis, mais le gars, tu vois, c'est ouf. Mais tu spoil à fond, là, non? Non, je spoil pas. Tu spoil pas? Non, ça va. Ah ouais. Non, ça va, je spoil pas. Comme j'ai dit, il se passe plein de trucs. D'accord. Vraiment, il y a plein de choses. Voilà pourquoi est-ce que je l'ai mis. Et vraiment, c'est un film que j'ai vu... je sais pas, j'ai dû le voir au moins une dizaine de fois, que quand on me demande c'est quoi tes films préférés, il revient toujours dans la liste. Parce que j'adore aussi ce thème du dépassement de soi. Quelle année, ça? 2013. Ah oui, c'est un peu, ouais, mais pas trop récent non plus. Il est entre guillemets récent, quoi. Oui, c'est ouais, ok. Il a 12 ans, donc il est pas très très vieux. Mais ouais. De toute façon, tout ce qui est thématique dépassement de soi, j'ai un déclic dans ma vie et tout change. Oui. J'adore. Oui, donc, je vous conseille. Mon deuxième film dont je vais vous parler, c'est pareil, c'est un film que j'ai vu au cinéma quand il est sorti, parce que je suis un peu vieux, c'est un film qui est sorti dans les années 2000, et j'ai été le voir, même, je me rappelle, j'ai été le voir, je crois, 2 fois au cinéma ou 3 fois. Ah ouais? Ouais. Parce que c'était un choc, quoi. Et ce film, c'est Requiem for a Dream, de Darren Aronofsky, qui est sorti en 2000. Et c'est un film qui est quand même assez connu, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vu quand même, mais pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, parce que c'est un film qui date de 25 ans. Ça fait 25 ans, ouais. Tout le monde ne l'a pas forcément vu, mais quand même, il a quand même marqué... il a marqué une génération. Il a quand même marqué une génération. Clairement. Beaucoup de gens, tout le monde connaît un peu cette histoire, mais bon, voilà. Ça se passe à Brooklyn. Et tu suis l'histoire de 4 personnages. Tu suis l'histoire de Harry, qui est un peu paumé avec son pote Marlon, qui essaie de s'en sortir, de trouver, d'essayer de réussir dans la vie. Oui, il cherche à réussir. Il cherche à réussir, quoi. Et tu suis aussi, il y a la copine, qui est jouée par Jennifer Connelly. Et Harry, c'est Jared Leto. Il est avec sa nana aussi, donc Jennifer Connelly, voilà. Et la maman de Jared Leto, Harry dans le film, qui s'appelle Sarah, je crois, Sarah Goldfarb. C'est le nom de sa mère, qui est jouée par Ellen Bernstein. Et donc, tu suis l'histoire de ces 4 personnages qui essaient de s'en sortir, en fait, qui essayent de monter quelque chose. Pour se dire qu'ils ont réussi quelque chose. Et malheureusement, ça va bien commencer, mais ça va très mal finir. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est un film qui parle de l'addiction, en fait. Qui parle de l'addiction tous les niveaux. Qui parle de l'addiction à la drogue, qui parle de l'addiction à la télévision, qui parle de l'addiction au jeu, à la minceur, au régime. C'est quand même une grosse critique de la société de consommation, finalement. Et de ce qui se passe quand on essaye de
De comment expliquer ça? De ce qui se passe quand on tombe dans des excès. Oui, quand on a des excès et qu'on veut, qu'il y a un but à atteindre et que... Et qu'on n'arrive même plus à voir que là, on commence à tomber du mauvais côté. Exactement. Parce que vraiment, ce film, c'est ça, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Ils sont tombés. Enfin... Ouais, il y a une chute. C'est un film qui est chapitré par saison, je crois, si je me rappelle bien. Et tu suis automne, hiver, été, printemps. Je crois que ça commence en printemps et ça se finit en hiver et ça se finit très mal. Mais c'est ça, c'est en plus... Enfin, je me permets d'intervenir dans... De toute façon, tu l'as vu aussi. Mais je l'ai vu qu'une fois parce qu'une fois m'a suffi. Oui. Mais ce qui était ouf, c'est que oui, ça se passe sur une année. Oui, ça se passe sur une année. Donc, c'est quand même très dur de voir la déchéance de ces personnages en un an. Et puis vraiment, bon... on peut dire qu'on peut spoiler entre guillemets parce que ça date un peu, quoi, mais vraiment ça finit mal, quoi. Enfin, oui, ça finit mal. Il n'y en a pas un qui finit bien. Et il leur arrive vraiment des trucs horribles. C'est un film qui bouleverse émotionnellement, en fait. Qui te secoue. Moi, je me rappelle que quand j'étais au cinéma, vraiment, je suis resté scotché, quoi. Il y a un truc de mise en scène, en plus, dans la façon dont il filme, qui est hyper... alors, pour le coup, c'est l'inverse de Terrence Malick, qui est hyper punchy. Il y a des effets de montage avec des split screens. Ça va vite, tu sais, les plans où il y a juste sa pupille qui il y a plein de trucs comme ça, de détails. Des très gros plans qui permettent de nous mettre vraiment dans la situation émotionnelle du personnage, qu'il soit bien, d'ailleurs, ou qu'il soit mal. Tout à fait. Mais c'est vraiment... c'est extrême, quoi. C'est dur. C'est très dur. Et quand ça va bien, quand ils prennent des produits et que ça se passe bien, tu dis, bon, ok. C'est cool. Voilà. Bon, cool. Mais quand ça commence à partir en cacahuète, quoi, là, vraiment, ça devient très... Et ça part pour tous les personnages en cacahuète, pour différentes raisons. Oui. On est dans la déchéance psychique, physique, émotionnelle. C'est terrible. Non, il est hyper dur. Et moi, tu vois, je l'ai vu, je devais avoir genre 17 ans, un truc comme ça. Et je l'ai vu qu'une fois parce que je l'ai fini. Je me souviens appuyer sur la croix pour fermer, tu sais, sur mon PC le truc. Et j'étais là genre, waouh! Et l'image, il y a 3 images qui me restent. C'est cette image de la pupille de Jared Leto qui se dilate. Une des scènes de ce qui se passe avec sa copine quand ça part en cacahuète. La scène où elles sont toutes les deux. Où elle se prostitue et tout ça, quoi, pour avoir de l'argent pour prendre de la drogue parce que elle a besoin de thunes. Et la scène de la mère qui prend les électrochocs. Oui. Cette image est dans ma tête, mais c'est une toute ma vie. C'est une séquence. Mais en plus, c'est une séquence qui est hyper bien montée, la musique est incroyable sur ce film. C'est un mec qui s'appelle Clint Mansell avec le Kronos Quartet, je crois. Et c'est vraiment ça avec tous les effets sonores qu'il y a dans le film qui sont hyper bien faits, hyper justes, hyper précis. Ça rythme les choses. Vraiment, on est vraiment en immersion avec eux, quoi. Mais voilà, pas à mettre dans toutes les mains. Enfin, si vous êtes sensible... moi, je pense dans toutes les mains, mais pas ça dépend à quel âge. J'avais 17-18 ans, j'ai 34 ans aujourd'hui, je m'en souviens. Mais après, je suis très sensible à ça aussi. Mais c'est pour ça que je dis, faites attention. C'est un film. Préparez-vous que c'est un film, voilà, c'est dur, quoi. C'est un film où tu regardes ce film et tu te prends un uppercut, quoi. Ouais, c'est ça. Et tu fais oulala. Donc, faut faire attention quand même. Si vous êtes très sensible, comme moi, bon... parfois vous allez peut-être vous cacher les yeux, quoi. Ouais, c'est ça. C'est terrible. Enfin, on est vraiment pris par les sentiments. C'est un truc émotionnel. Hein. Et la mise en scène, elle est vraiment incroyable là-dessus. C'est un super réalisateur. J'avais vu son premier film qui s'appelle Pi aussi, qui était un film un peu expérimental où il y avait aussi, tu voyais déjà dans ses axes de caméra, les gros plans. Quand tu vois, dans Requiem for a Dream, il y a plein de gros plans sur les seringues, les trucs qui se dilatent, la drogue où c'est très cut, très rapide, très splitté, très comme ça. Il y avait déjà ces idées-là dans son film d'avant, Pi, où c'est un mec qui avait des problèmes de maux de tête. D'accord. Et à un moment, même, il se met une perceuse tellement il n'en peut plus. Wow. Oui. Et c'est un mathématicien, qui est en train de... Et c'était ces thèmes-là qui étaient, en tout cas dans la forme, il y avait déjà cette façon-là. Mais là, sur Requiem for a Dream, avec la musique, les sons, ils jouent vraiment tous... Enfin, surtout Ellen Burstyn, là, donc, qui joue la maman de Harry. Elle est percutante. C'est percutant. Et puis surtout, c'est tellement... Ça fait tellement de mal à la fin... quand elle est en asile psychiatrique et qu'ils lui font des électrochocs. Mon Dieu. Non, les images sont très, très dures. Exactement. Ça, donc, voilà, c'est vraiment un film... Moi, je pense que il faut le regarder. Mais il faut être prêt à le regarder. Mais c'est beau, il y a d'émotions, ça te fait vibrer le ventre, quoi. Non, mais c'est sûr que ça parle. Et puis bon, ça montre aussi des déviances qui peuvent arriver. Ça peut aussi être une mise en alerte.
durement faite, mais mise en alerte de dire voilà ce qui peut se passer potentiellement. Mais ça reste esthétique. Aussi, un des souvenirs que j'ai, c'est que la colorimétrie durant tout le film est très blanche, bleue, il y a du bleu, c'est très bleu. Ouais. Et c'est très beau aussi, tu vois, que l'ambiance visuelle il y a un truc est très jolie. Oui, je suis d'accord. Alors moi, mon prochain film n'est pas triste, ok. Ok. Donc moi, c'est un film d'animation. Honnêtement, je pense que tout le monde l'a vu. Si vous l'avez pas vu, je sais pas qui vous êtes. Le château ambulant de Miyazaki, évidemment. Cœur sur lui. Donc qui est sorti en 2004. Je vous fais le résumé. Donc Sophie, c'est une jeune fille qui travaille dans un village, dans la société de sa famille, en gros. Et un jour, elle est transformée en vieille dame par une sorcière, malencontreusement d'ailleurs. Et elle cherche à rompre le sortilège, donc en fait, elle s'en va. Elle quitte sa maison, elle quitte son foyer. Et donc, elle part un petit peu dans la nature pour essayer de retrouver un magicien qu'elle a croisé quelques jours plus tôt, même la veille, se disant peut-être que le magicien il va pouvoir m'aider à solutionner le sortilège que je viens d'avoir. Sachant que quand ils se sont rencontrés, donc le magicien s'appelle Haoru, et quand ils se sont vus, il a été un vrai gentleman avec elle, et qu'il est très beau, et que tout le monde tombe sous le charme d'Haoru, quoi. Donc, elle est partie en quête de le retrouver, et elle arrive à le retrouver, et donc elle le retrouve dans son château ambulant, qui est une espèce d'énorme grenouille bizarre, très style steampunk, avec des pattes. Enfin bref, c'est un château qui n'en est pas un, quoi. C'est pas le château que vous imaginez. Et donc l'aventure, le film commence comme ça. Et c'est un film où Sophie va rencontrer Haoru, comment il vit, qui il est, comment ça fonctionne. Et on est tous dans un esprit et une ambiance magique, avec un tintement de guerre qui est tout le temps là et qui est vraiment aussi le truc central dans le film. Et encore une fois, déjà, j'aime ce film parce que je le trouve trop beau visuellement. Enfin, je crois que honnêtement, il n'y a pas un plan du film où je me dis c'est moche. C'est Miyazaki. C'est Miyazaki, c'est toujours très poétique, ça parle toujours beaucoup de la nature et beaucoup de la guerre, et surtout des guerres en avion aussi. Enfin, voilà, il y a toujours ce truc avec les avions qu'on retrouve dans beaucoup de Miyazaki. Donc voilà, déjà l'univers poétique, fantastique, tout ça, c'est des choses qui me parlent. Il y a une grosse aussi critique sociale finalement. Il y a quand même la mère de Sophie qui est prête à la vendre à la méchante sorcière à un moment du film, pour de l'argent ou pour je sais plus trop quoi, mais bon voilà, il y a plein de choses. Il y a aussi une reine qui est là, qui est pas très diplomate et sympathique, parce qu'elle ne pense qu'à sa guerre et à la gagner. Et on a Haoru à côté de ça, qui est vraiment un être à part. C'est un magicien, donc c'est un homme, mais très particulier, qui a beaucoup de valeurs, mais qui, par la faute de ses pouvoirs et de la guerre aussi, dans laquelle on le met et qu'on lui demande de faire des choses, perd en valeur. Et il y a toute une mise en abîme aussi, toute une allégorie autour de ça, où en fait, plus il fait cette guerre, et cette guerre le tue lui en tant que magicien, et il se transforme, il a des crises horribles. Et donc Sophie l'accompagne beaucoup là-dedans pour l'aider à s'accepter lui, et à ce qu'il fasse en sorte de prendre de la distance avec toute cette guerre qui est en train de se passer en arrière-plan, quoi, finalement. Il y a aussi toute l'histoire autour du cœur de Haoru, donc avec Calcifer, qui est un des personnages centraux dans le château ambulant, qui est celui qui fait marcher le château finalement, mais on se rend compte qu'il ne fait pas marcher que le château. C'est vraiment le cœur du film. Il y a aussi toute la perte autour de Calcifer, la peur qu'il meure. Voilà, il y a énormément de choses en fait dans ce film. La fin, il y a une toute fin où il y a un petit plot twist qu'on comprend à la fin qui est très beau aussi, mais bon, je préfère pas vous le dire au cas où vous ayez pas vu. À noter que c'est un film d'animation qui est inspiré et grandement tiré d'un livre qui existe. Ouais. Ça a été inspiré d'un livre. Je ne savais pas que c'était un livre. Qui s'appelle Le Château de Hurle. Et donc qui est grandement inspiré de ce livre-là. Donc que ça soit le film ou le livre, je vous invite à les découvrir pour en savoir un petit peu plus. Mais voilà, il y a vraiment toute cette partie où ça parle de femmes, de guerre, d'hommes, d'amour, onirique, du fait d'être vieille aussi.
de vieillir, parce que Sophie, c'était une très belle jeune fille, et puis du jour au lendemain, elle est toute vieille et toute grabataire. Et pourtant, Aourou tombe amoureux d'elle alors qu'elle est vieille. Donc voilà, c'est vraiment un film que j'adore. Oui, moi aussi je l'ai vu, c'est vrai que c'est un film super. Et les musiques les musiques sont toujours bien. De toute façon, tous les films de Miyazaki et même du studio Ghibli en général. Tu dis Ghibli ou Ghibli, toi ? On dit Ghibli. On dit Ghibli ? Ouais. J'ai jamais su. En fait, il y a plein de gens qui disent les deux, et je sais pas quelle est la bonne. Je pense qu'on dit Ghibli. Ok. C'est ce qu'on m'a dit. Mais voilà quoi, c'est des films. C'est des gens qui savent raconter des histoires, qui les racontent bien. C'est beau, puis c'est beau quoi. C'est tout le temps beau, et c'est vrai que on en parlait un petit peu en off hier, que toi, un de tes Miyazaki préférés, c'est Le Voyage de Chihiro. Ouais. Donc on n'a pas mis dans la liste là, parce on parlait déjà d'un Ghibli aujourd'hui. Mais Le Voyage de Chihiro, pareil, si vous ne l'avez jamais vu, allez-y, il est incroyable. Ouais, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Bien ça. C'était plus doux que Requiem for a Dream. Oui, c'est pas le même. Mais de toute façon, je pense que vous allez vous rendre compte que l'univers que moi j'ai et l'univers de mon frère, c'est très différent. Non, on a des films. Non, c'est pas vrai. Ouais, mais toi, t'es plus en mode science-fiction, film de guerre, des trucs comme ça, tu vois. Pas que. Mais pas que. Mais on voit quand même la différence, quoi. Mais moi, les films les films dont tu parles, je les trouve super aussi. Mais c'est juste que ça m'a moins marqué. Ouais. Parce que là, le prochain film dont je vais parler, c'est un film que j'ai vu aussi au cinéma, c'est pareil. Et c'est des films qui datent un peu, mais on n'est pas de la même génération. Mais c'est surtout des films que j'ai vus jeunes et qui m'ont percuté sur le moment parce que je m'attendais pas à voir ce que j'allais voir en fait. C'est surtout ça. Et les revoir après, tu fais ah ouais, ok, d'accord, tu comprends. Enfin, il y a une lecture de ce que tu vois à 15 ans où tu sens que t'as regardé quelque chose auquel tu t'attendais pas, mais tu comprends pas encore tout. Mais ça t'a quand même impacté, et du coup, ça te refait réfléchir derrière, voire même des années plus tard. Et quand tu les revois, les films, tu fais ah oui, mais d'accord, tu les vois avec un autre prisme. Ouais, en vieillissant, c'est une autre façon. Mais même sur les Ghibli et tout ça, il y a vraiment des lectures. Mais même un Disney que tu vois quand t'as 6 piges et quand tu le revois à 18 et puis 30 et puis 40, Disney, c'est pas pareil. C'est pas Disney, je suis pas complètement tout à fait. Enfin, c'est très calibré. Donc, alors oui, il y a des niveaux de lecture, mais c'est quand même des films qui sont hyper calibrés. Donc t'as moins. Oui, il y a moins la variance. Ouais, exactement. Mais sur les films japonais ou des films d'animation japonais, les mecs, eux, ils ouvrent vachement plus les thèmes abordés. Ils éclatent, et en plus surtout, ils expliquent pas forcément tout. Ce qui fait que le spectateur, lui aussi fait son travail et de réflexion, interprète des choses. Voilà. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et donc voilà. Et donc le film dont je vais parler maintenant, c'est un film que j'imagine que je pense que beaucoup de gens l'ont vu aussi. C'est Dracula. J'adore. De Francis Ford Coppola, qui est un film de 1992, encore un film des années 90, quoi. Est-ce que c'est nécessaire que je rappelle un peu l'histoire de Dracula ? Oui, peut-être un petit peu vite fait. Bien sûr, on sait jamais. Donc c'est un film qui est tiré d'un roman, puisque Dracula c'est tiré d'un roman de Bram Stoker. Et Coppola, là, prend pas mal de romans, mais il le revisite un peu. Et il ajoute des choses, il appuie sur des choses qui sont un peu présentes dans le roman, mais qui ne sont pas forcément vraiment expliquées. C'est un film avec un casting aussi complètement incroyable. Il y a Keanu Reeves, Winona Ryder, il y a Anthony Hopkins qui fait Van Helsing, et Gary Oldman qui fait Dracula. Il est incroyable, Gary Oldman. Vraiment, c'est un acteur, là pour le coup... il joue vraiment bien parce que il joue le comte Dracula vieux, il le fait jeune aussi. Vraiment, il est super. C'est une belle performance. Exactement. Et alors, moi, quand j'ai vu ce film au ciné, je crois que je l'ai vu vers 15 ans, un truc comme ça, ou 16 ans, tu vois. Et j'y allais pour voir un film, on va dire, d'horreur presque, tu vois. Je connaissais pas, je savais même pas que Dracula c'était tiré d'un roman. On me dit Dracula. Toi, c'était juste un vampire. Ouais, un vampire, et voilà. Ok, super, on va voir un film de vampire. Et en fait, je vais dans le cinéma, je regarde le film, et en fait, oui, c'est un film de vampire, mais c'est pas un film d'horreur, ça va bien au-delà de ça. Et en fait, le type, Dracula, moi je pensais que c'était un salopard, que c'était un méchant en fait. Alors ouais, c'est un personnage maléfique, mais en fait, il y a des raisons pour lesquelles il fait ça et pour lesquelles il est comme ça. Il y a toute une dimension romantique, c'est l'histoire d'amour en fait. C'est terrible. Le gars...
bah en fait, il est amoureux d'une femme et il apprend que sa femme s'est suicidée parce qu'on lui a fait croire, on lui a fait croire à sa femme que lui était mort à la guerre. Et donc, par chagrin amoureux, elle se jette du haut de la falaise et elle tombe dans le fleuve. Et lui, quand il rentre dans son château et qu'il apprend ça, il rentre dans une telle colère et un tel désespoir amoureux qu'en fait, il renie Dieu. Et c'est là qu'il devient immortel et qui devient un vampire. Qui devient le comte. Qui devient le comte de Dracula. Parce qu'évidemment, à cette époque-là, tous les chevaliers, tout ça, sont très religieux. Et voilà, bref. Oui, c'est vrai que le film se passe il y a moult temps. Alors, le début du roman, ça se passe en très vieux. Puis après, c'est en mode Moyen-Âge un peu. Oui, c'est en mode Moyen-Âge. Et après, on fait un saut dans le temps, 400 ans après, où on est plus au 18e. Ouais. Un truc comme ça. Ouais, il devient fou, en fait. Il dit, mais pourquoi... Enfin, voilà, il renie Dieu et en fait, il devient immortel et il décide de passer de l'autre côté et... Par tristesse, en fait. Anakin est devenu Dark Vador. Ben ouais, c'est ça. Mais juste par tristesse. Et donc, évidemment, l'histoire, c'est que 400 ans plus tard, il y a un jeune notaire qui va le retrouver en Transylvanie pour régler des trucs. Et le comte Dracula, en fait, il se rend compte que ce notaire, il est fiancé à une fille qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à sa bien-aimée. Et du coup, il décide d'essayer de la retrouver et puis de l'amener avec lui dans les ténèbres, en fait. Dans l'éternité aussi. Dans l'éternité, quelque part, pour retrouver cet amour. Et voilà, c'est une histoire romantique, en fait. C'est ça qui m'a... Alors, teinté de beaucoup de rouge. Ah ouais, il y a du rouge. Non, mais c'est sûr. Et puis, dans le film, il y a vraiment... c'est un film où il n'y a pas d'effets spéciaux, enfin, pas d'effets spéciaux numériques. Il y a beaucoup de surimpression, des jeux d'ombre et tout ça. C'est très beau. C'est très envoûtant, en fait. Il y a une esthétique, très gothique, très... les plans, les couleurs, les maquillages, les costumes. Incroyable. Les costumes sont incroyables. Les coiffures aussi. Les coiffures, oui. Il y a un truc vraiment gothique. Quand tu vois les plans, chaque plan, c'est presque un tableau vivant. C'est très baroque. Tout est comme ça. C'est très 18e. Enfin, après, il a vraiment respecté l'esthétique, je trouve, de se faire d'un mec dans un château en Transylvanie. Quoi, oui, c'est ça. Et bon, évidemment, ça joue incroyable. La musique. Alors ça, je voudrais en parler de la musique parce que c'est un compositeur qui est mort qui s'appelle Wojciech Kilar. Et alors là, la musique, elle est enfin moi, c'est une de mes musiques préférées. Okay. Je trouve que ce qu'il a fait, c'est un Polonais, je crois justement, ou un Roumain d'ailleurs. Je me demande si... Ça serait trop chouette, ok. Attends, je vais regarder. Mais c'est possible que... Parce que ça, j'ai pas checké. C'est un compositeur polonais. Ouais, la musique, vraiment, sur ce film, elle t'emporte, elle te... J'ai pas de souvenir de la musique. C'est vrai ? Ouais. Mais après, je l'ai vu qu'une ou 2 fois. Ah ouais, vraiment, je te jure, il faut y faire attention. Mais c'est parce que le film, c'est un truc global. J'ai plus des souvenirs visuels que sonores. Ah ouais, ah ouais, le visuel. Et en fait, je revois grave les costumes de Gary Oldman quand il est vieux, tu sais, avec sa perruque. Son costume rouge, là, tu sais, son espèce de grand, je sais plus, c'est un peignoir. Enfin, j'ai vraiment ça dans ma tête, tu vois. Mais la musique, par contre, tu vois, elle met un peu passé. C'est des moments qui sont assez angoissants, qui font peur. Mais quand il est jeune, enfin, il y a une scène, un moment où donc Dracula est redevenu jeune. Et donc sa bien-aimée s'appelle Mina. Il retrouve Mina dans les rues de Londres et il la suit pendant une séance de cinéma. C'est le début du cinématographe. Et il essaie de la draguer. Tu te rappelles pas de cette scène ? Non, je me souviens. Cette scène, c'est incroyable parce que c'est Dracula et tu te dis il est méchant et tout. Et en fait, tu le vois presque... il est sensible, il est même... Tu vois, il essaie de la séduire, mais il est un peu maladroit. Ouais. Tu vois, genre tu dis, il a des failles. Mais ouais, il a des failles. Mais en fait, il est humain. C'est un démon, mais... Moi, ce que j'aime bien dans ce que tu racontes, c'est que... Mais ça, c'est un truc que j'apprécie beaucoup aussi dans les livres, dans les films, dans la culture, quoi. C'est ce fait que, oui, une personne, quand tu la vois comme ça, tu dis, purée, c'est le mal incarné. Et alors, c'est pas pour donner des excuses ou justifier, mais tu te dis, oui, il y a un côté humain, tu vois. J'ai rigolé tout à l'heure en disant Anakin est devenu Dark Vador, mais c'est typiquement ça aussi. Ouais. Quand tu connais l'histoire de Dark Vador qui était Anakin avant, tu vois, il y a des choses qui ne s'excusent pas. Non, ça ne s'excuse pas. Mais ça n'empêche que cette personne a eu des sentiments. Et d'avoir l'explication du cheminement, de son évolution, du comment, du pourquoi, il devient fou par amour. C'est ça. Et il retrouve le portrait craché de cette fille et il en retombe amoureux et il veut la retrouver et il va tout faire, et aussi le mal.
pour l'attirer vers lui. Et en plus, elle, dans le film, elle est assez ambiguë parce qu'elle est, elle est fiancée avec Jonathan Harker, qui est joué par Keanu Reeves. Et elle l'aime et tout ça, mais il y a tout un jeu d'ambiguïté où elle est quand même attirée par les ténèbres et par lui, comme si en fait c'était une réincarnation. Il y a un truc de presque un peu de, c'est pas expliqué ça, mais de réincarnation, comme si elle était d'office de toute façon attirée par lui et qu'elle irait avec lui. Mais après il y a aussi, tu vois, là-dessus, il y a aussi ce truc du pouvoir du vampire qui attire aussi, tu vois, les gens à lui. Ouais, enfin, tu vois, il y a tout un machin. Mais dans le film. C'est parti. Le Coppola, vraiment, enfin moi j'ai ressenti ça. Je me suis dit, ah non, en fait, elle ressent comme si c'était son premier amour et elle va y retourner, son amour absolu, et elle va retourner vers lui. Comme si c'était la destinée. Ouais, comme si c'était sa destinée. C'est vraiment un film qui peut paraître maintenant, si on le revoit maintenant. Bah, il a pris un petit coup, je pense. Mais ça a une petite saveur aussi. Ouais, mais puis il y a tout ce truc de moi ça. En fait, il y a eu un moment où j'étais dans le film où j'étais presque du côté de Dracula. Parce qu'il y a tout un passage où ils sont toute une horde d'êtres humains et qui en fait qui le poursuivent, quoi, qui le traquent comme une bête en fait pour le tuer. Et j'ai eu mal au cœur pour lui presque. Mais ça, je trouve ça toujours fort quand t'arrives à avoir de l'affection pour le méchant. Bah pour le bad guy, quoi. Ouais. Et ça suit, il tue des gens. Bah tu sais, c'est comme dans la série Dexter. Ouais. Tu adores Dexter. Alors que c'est fort, ça. Et dans plein de films, etc. Et d'arriver à faire ça, ouais, je trouve que c'est génial. C'est beau. Enfin, vraiment, l'esthétique est belle. Il y a un truc envoûtant. Voilà. Un petit crush sur Dracula. Petit crush. J'avoue, pourtant, tu vois, voilà. Dracou. Bon, alors on va encore complètement changer d'univers, mais alors là, vraiment, on va aux antipodes. Moi, j'avais envie de vous parler de La La Land, qui, je pense, est le film que j'ai le plus vu au cinéma. Je crois que je suis allée le voir au moins 4 ou 5 fois au cinéma. Je suis jamais allée autant voir un film au ciné. Alors déjà, de base, j'adore les comédies musicales. Genre Moulin Rouge, ça fait aussi partie de mes films. Moi, Moulin Rouge. J'ai hésité entre La La Land et Moulin Rouge, très honnêtement. Ouais. Parce que Moulin Rouge, c'est pareil, je l'adore. Et en fait, j'ai voulu parler de La La Land parce que d'une part, il est plus récent. Et puis d'autre part, vu qu'il a plein de connotations à d'autres films hollywoodiens et d'autres comédies musicales, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Donc du coup, au cas où vous ne connaissez pas La La Land... Moi, je l'ai vu La La Land aussi, mais j'ai trouvé ça un peu cucu. Je comprends. Mais j'ai bien aimé. Le film est bien, mais... Oui, mais je l'entends. Du coup, il est sorti en 2016. Donc pareil, il est quand même assez récent. Réalisé par Damien Chazelle. Et donc avec Ryan Gosling et Emma Stone. Pour le petit résumé, donc... Pardonnez-moi, mais... Pardonnez-moi. Vous ne le voyez pas, mais au moment où elle a dit Ryan Gosling, il y a ses yeux qui sont allés jusqu'au ciel. Vous voyez ? Ça, vous ne l'avez pas vu. Mais quand elle l'a dit, vraiment, il y a eu un soupir. Et son regard s'est envolé. Peut-être que j'ai un crush. Voilà. Peut-être. Mais bon, comme je ne sais combien de personnes sur cette terre. Donc Mia, actrice en devenir, et Sébastien, pianiste de jazz, tombent amoureux à Los Angeles. Leur relation évolue tandis qu'ils poursuivent leurs rêves respectifs au risque de s'éloigner l'un de l'autre. Donc pourquoi j'aime le film ? Bon, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, j'adore les comédies musicales, donc effectivement, si vous aimez pas les films où il y a de la chanson, enfin du chant qui arrive pendant un dialogue, n'y allez pas, parce que ça va vous saouler. Par contre, j'adore toutes les chansons en fait du film. Je trouve qu'elles sont toutes bien amenées dans le film, dans le moment où ça se passe. Tout est chouette. Donc évidemment, il y a beaucoup de danse, beaucoup de chant. Il y a beaucoup de musique jazz aussi. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas beaucoup dans des films hollywoodiens et autant connus comme il a pu l'être, tu vois. Enfin, de ce que moi je regarde en tout cas, mais j'entends pas souvent du jazz comme on en entend dans La La Land, dans des films en fait. Ou des films à gros budget comme ça, tu vois, on va dire grand public. Donc c'est aussi quelque chose que j'ai apprécié et que je voulais mettre en avant. Et puis d'ailleurs, il y a eu un Oscar de la meilleure chanson pour La La Land. Donc c'est quand même pas rien. Pareil, j'adore l'esthétique du film. Genre les costumes, les couleurs qui sont choisies, tout est très chouette. Et puis il y a aussi un peu, mais ça c'est un peu dans les films récents, où il y a un petit opposé entre... on est dans notre vie actuelle avec toute notre technologie actuelle et il y a aussi un petit côté rétro, tu vois, dans les vêtements, dans les chaussures, dans les coiffures et tout. Bon, ça aussi, c'est aussi des références qu'il y a par rapport à des films d'avant, mais
je trouve qu'on retrouve vachement ça, tu vois, ce truc de on est dans notre vie moderne, mais on rajoute des éléments rétro. Par exemple, là, le premier truc qui me vient en tête, c'est la série Gotham, par exemple. Tu vois, genre, ils ont des vieilles voitures alors qu'ils ont un iPhone à la main, quoi. Bref. Mais ça, c'est un truc que j'aime bien. Bon, évidemment, c'est une histoire d'amour. Donc, moi, je suis très cucu. Alors, j'aime bien. Mais je comprends, hein, vraiment, cette... Moi aussi, j'aime bien les histoires d'amour, mais je comprends. Un petit peu. Je comprends. Et puis, surtout... Après, il y a des scènes... la scène d'ouverture, c'est incroyable. Dans le bouchon, là, toute la scène d'ouverture... Sur l'autoroute, là. Sur l'autoroute. Ouais. Ça, c'est une performance... Et puis, je crois que c'est fait un plan séquence. Oui, c'est un plan séquence. Et c'est extrêmement bien fait parce qu'il y a je ne sais combien de figurants dans cette scène. Enfin, c'est franchement, c'est incroyable. Je ne sais pas s'il y a des effets spéciaux, s'ils ont rajouté des figurants ou s'il y avait... Parce qu'il y a au moins 300 ou 50... Il y a vraiment beaucoup de monde. 300 de figurants qui dansent et tout. Qui dansent, qui chantent. C'est un vrai film avec... voilà. Non, franchement, c'est hyper bien fait. Et puis, j'aime bien, effectivement, donc ils ont leur histoire d'amour et puis ils ont chacun leur succès qui est en train de monter. Sauf qu'il y a un petit peu cette opposition où il n'y en a qu'un des deux qui peut avoir le grand succès. Et à la fin du film, effectivement, il y a un petit choc qui peut se passer et qui fait poser des questions sur est-ce qu'un amour passionnel, c'est éphémère ? Est-ce que dans un véritable, entre guillemets, amour, l'ego de chacun peut avoir sa place, surtout quand on veut avoir une vie artistique comme eux cherchent à l'avoir. Donc voilà, moi je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions et de mélancolie, et puis c'est une double fin. Et j'avoue que j'aime beaucoup quand il y a des doubles fins. Parce que on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux, et en fait, entre guillemets, on peut choisir la fin qu'on préfère, et je trouve que c'était bien joué de la part de Damien Chazelle. Soit il aurait pu faire une fin ouverte, en mode on ne sait pas, mais le choix de la double fin m'allait très bien aussi, en me disant là il peut se passer ça, là il peut se passer ça. C'est aussi ça la vie, c'est qu'en fait on ne sait pas. On ne sait pas ce qui peut se passer. C'est comme une côte de chocolat. Voilà pour La La Land. Ok, très bien, La La Land. Bon, alors on va changer d'univers encore. On va partir sur un film de David Lynch. Bon, ça va être un film qui... Alors celui-là, pour le coup, il est connu, mais je ne sais pas si beaucoup de gens l'ont vu, donc ça vaut le coup peut-être d'en parler. Pour moi, c'est le meilleur film de David Lynch. Il s'appelle Lost Highway, qui a été fait en 97. Donc l'histoire, ça commence, on suit un couple qui s'appelle Fred, qui est saxophoniste et qui vit avec sa femme, qui s'appelle Renée. Il vit dans une maison tranquille à Los Angeles. Et à un moment, l'histoire bascule au moment où il commence à recevoir des cassettes vidéo, en VHS, parce que c'est quand même un film... À l'époque. Voilà. Des cassettes vidéo anonymes où on voit leur salon, on voit leur chez eux. Ils comprennent pas trop. C'est creepy. Ouais, c'est un peu chiant. Où ils reçoivent des cassettes vidéo et où on voit leur chambre. Et même des cassettes vidéo où on voit leur chambre et eux qui dorment. Et donc, à un moment donné, Fred est arrêté pour le meurtre de sa femme dont il ne se souvient pas. Ah, donc on a un peu avancé dans le temps alors. Oui. Ok. Et il est envoyé en prison. Il y a une enquête de police et tout ça, mais il est vraiment suspecté d'avoir tué sa femme et il est envoyé en prison. Et à un moment, en prison, mystérieusement, c'est comme ça dans le film, il se transforme en un autre homme qui s'appelle Peter, qui est garagiste, qui a aucun lien avec lui. Mais c'est le même acteur? Non. Ah. D'accord, donc son personnage se transforme en Pete. Oui, exactement. Oh, ok. Et donc voilà, tu suis l'histoire de ce garagiste. Et c'est hyper étrange. Comment expliquer ça? Comment dire? Dans la facture du film, le fait qu'il n'y ait rien de linéaire, que tu passes d'une histoire à l'autre, vraiment ça met... Le spectateur, il est déjà dans l'inconfort. En fait, tu comprends pas beaucoup. Enfin, tu comprends rien. Tu comprends pas grand-chose, sauf le fait que... En fait, tu te poses la question du dédoublement de personnalité, mais c'est compliqué à comprendre. Mais bizarrement, tu continues à regarder. Parce qu'il y a un univers, il y a une sensation, il y a un truc très bizarre. Et t'as envie de comprendre. T'as envie de... Ouais, mais en même temps, tu te dis, je continue parce que peut-être qu'à la fin, je vais avoir ma réponse. Mais alors, oui, mais alors pas du tout. Parce que c'est ça le truc. Parce que non, il y a pas, tu n'auras pas de réponse parce que pour le coup, c'est un film, c'est à toi de te faire ta propre réponse. Quand la première fois que je l'ai vu, j'ai pas compris grand. En fait, la première fois que je l'ai vu, je fais c'est comme une sorte d'enquête policière, mais si tu regardes le film dans cette optique-là, tu passes à côté du film. C'est un film où il essaie de t'expliquer ce que c'est que le déni, ce que c'est que le refus le déni de culpabilité, le dédoublement de personnalité. C'est ça dont ça parle. C'est très, très, très étrange. Effectivement, c'est pas
C'est pas un film qui est abordable comme ça. Ouais, ça a l'air oui, spécial et compliqué. Oui, c'est. Mais en fait, il y a tout un mystère en fait. Il y a tout un truc de non-dit dans le film. Il y a un truc sexy. Il y a un truc très sensoriel. Je sais pas. Il y a quelque chose qui attire. Quoi. Oui, il y a quelque chose qui est très mystérieux. Il y a un truc qui est très 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 mystérieux. Qui est vraiment. Et c'est quoi? C'est dans l'image? C'est dans l'ambiance? C'est dans l'ambiance, dans les cadres, la musique. Je sais pas comment. C'est vrai que c'est difficile. Ça a l'air spécial. Ouais. Oui, ça a l'air assez spécial. Mais si tu l'as mis dans tes tops, c'est qu'il y a quelque chose. Oui, parce que émotionnellement, j'ai ressenti quelque chose. Alors peut-être que j'ai pas effectivement tout compris. Mais t'es ok de pas comprendre. Ouais, en fait, c'est ça. Je suis ok de pas comprendre. Je suis ok de le revoir parce qu'en plus, je l'ai vu plusieurs fois. À chaque fois, t'es quand même happé par l'image, quoi. Par les comédiens, par ce truc de mystère, quoi, ce truc un peu malsain des fois, mais en même temps, t'as envie de comprendre quoi, comment. C'est un film qui te fait, comment dire, c'est un film très psychologique. Mais David, alors j'ai vu aucun film de David Lynch, je pense. De ce que j'ai pu entendre et comprendre de très loin, il a l'air très psychologique. Oui, c'est un réalisateur qui prend pas ses spectateurs pour des cons, en fait, il a des thèmes qui développent beaucoup dans toute sa filmographie. Il y a des choses qui reviennent souvent, mais il les exprime de manière différente. Il donne des pistes pour faire comprendre ce qu'il veut faire comprendre, mais c'est aussi au spectateur de se faire sa propre histoire et son propre cheminement. C'est un intellectuel. Ça, tu vois, c'est vrai que c'est un cinéma. J'ai pas envie de dire élitiste parce que moi, je suis pas vraiment un intellectuel et ça m'a quand même parlé. Mais je peux comprendre que c'est un cinéma qui puisse rebuter des gens. Parce que c'est pas une narration traditionnelle, quoi. C'est pas t'as pas un début, un milieu, une fin. C'est pas forcément abordable. Non, c'est pas. Enfin, si c'est abordable. Faut avoir envie de réfléchir un peu, quoi. Oui, et puis c'est surtout c'est juste c'est des films qui sont construits différemment des films qu'on voit habituellement, quoi. Où il faut se poser d'autres questions. Faut ouvrir son champ des possibles. C'est des films où il faut explorer aussi sa propre conviction intérieure, ses propres frustrations, ses propres déviances, même, on peut le dire. Enfin, tu vois, on peut dire des choses comme ça. C'est des films qui sont questionnants. J'avoue que j'ai voulu en parler, mais je sais que c'est assez flou de ce que je te dis, mais... Après, il y en a peut-être qui l'ont vu, et si c'est le cas et que vous avez des choses à ajouter, dites-le, hein, que ce soit sur Instagram ou sur les commentaires de YouTube. Exactement. Ça peut être aussi hyper intéressant qu'on puisse avoir vos retours sur les films dont on parle, mais aussi d'avoir vos top films. Exactement. Ça serait trop cool. Mais je voulais en parler quand même parce que c'est un film qui m'a vraiment où je me suis vraiment posé des questions. Je me suis dit mais merde, en fait, qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai vu? Et en même temps, j'ai bien aimé ce que j'ai vu parce que j'étais bousculé, j'étais un peu dérangé dans la compréhension, mais en même temps, je vois bien émotionnellement, physiquement, il se passe des choses. Donc voilà. Donc Lost Highway. Lost Highway. Bon, alors ensuite, on passe à The film de mon adolescence. Alors lui, je l'ai pas vu au cinéma parce que il est sorti avant que j'aille le voir. Le film de ton adolescence? Ah ouais, le film que j'ai regardé pendant des mois et des mois. Et d'ailleurs, tu voulais le mettre aussi dans ton listing. Oui, ouais, c'est un super film. Donc c'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Avec Jim Carrey. Avec Jim Carrey et Kate Winslet et Elijah Wood. Kirsten Dunst, Mark Buffalo aussi, qui ont des seconds rôles, mais qui sont quand même là, une bonne partie du film. Donc c'est un film qui est sorti en 2004 et qui est réalisé par Michel Gondry. C'est un film, la première fois que je l'ai vu, je l'ai trouvé spécial, mais j'ai été attachée de fou. Donc pour vous faire un petit résumé, après une rupture douloureuse, Joël découvre que son ex-compagne Clémentine a effacé tous leurs souvenirs communs. Et donc il décide de subir la même procédure d'effacement, mais en fait pendant qu'il l'a fait, il réalise que finalement, il veut pas l'oublier. Donc, on est dans un film très réel, avec quelque chose qui n'existe pas parce qu'il y a une société qui existe et qui est là pour prendre tes souvenirs et les enlever de ton cerveau. Donc, en gros, le speech, c'est ça. Il y a une société qui existe et qui est là pour enlever les souvenirs de ta tête, si tu le souhaites, et t'enlever les souvenirs d'une personne en particulier, par exemple. Donc là, c'est clairement... C'est une histoire d'amour. Voilà, c'est clairement le cas de Joël et Clémentine. Voilà. Qui, du coup, ont vécu une histoire d'amour. Et c'est elle, je crois. C'est elle en premier qui l'a envoyé. Qui enlève parce qu'elle veut plus le voir. Enfin, elle veut plus. Elle veut plus jamais entendre parler de Joël. Elle veut l'oublier. Ouais, c'est ça. Et lui, il décide de faire la même chose. Voilà. En fait, il apprend. En fait, il reçoit un petit papier chez lui en disant, Clémentine, vous avez effacé de sa mémoire, en gros. Et du coup, il est en mode, je vais faire pareil. Je vais faire pareil. Et en fin de compte, c'est ça. Et pendant l'opération, en gros, qui est faite par Elijah Wood, Kirsten Dunst et tout, et en fait, il se bat contre lui-même pour préserver ses souvenirs. Parce que finalement, en fait, il ne veut pas l'oublier. Et en fait, il veut pas défaire ses souvenirs. Et en fait, le film est construit très spécialement. Ça va vite.
Et en même temps, il y a des moments où c'est lent. On retourne aussi dans l'enfance de Joël parce que du coup, en fait, en gros, la société, quand elle vient chez vous, elle vous endort et elle va sélectionner les souvenirs. Donc, elle va prendre les souvenirs qui pop comme ça dans votre tête. Mais parfois, il y a des souvenirs de quand il est petit. Et parfois, il y a des souvenirs avec Clémentine. Donc, à ce moment-là, ils les prennent et ils les suppriment, quoi. Bon, je schématise grandement, mais en gros, ça se passe comme ça. Et donc, du coup, on est dans la tête de Joël, où on revoit plein de souvenirs de ses débuts avec Clémentine, de ce qu'ils ont pu vivre avec Clémentine, de leurs disputes, du pourquoi est-ce qu'ils en arrivent là, de sa vie d'avant aussi, bien sûr. C'est hyper difficile, chronologiquement parlant, de s'y retrouver. En tout cas, dans les premières fois où je l'ai vu, moi, je me repérais à la chronologie grâce aux couleurs de cheveux de Clémentine, parce qu'elle change énormément de couleurs de cheveux. Donc, du coup, ça m'aidait à me repérer où on en était, à quel moment, dans quelle vie, à quel moment de sa vie. Et surtout aussi, c'est, pour moi, un des seuls films de Jim Carrey où il est dans un rôle dramatique et qui fait pas de la comédie. Et alors, je sais qu'il en a fait d'autres, mais moi, c'est le seul film de Jim Carrey où je le vois en drama, quoi. Ouais, à cette époque-là, il avait fait peut-être... s'il y a eu le Truman Show, peut-être dans la même... Ah oui, c'est vrai. Un peu avant. C'était un super peu avant, ouais. Ouais, Truman Show est génial. Pour moi, Jim Carrey, c'est Ace Ventura. Tu vois. Pour moi, Jim Carrey, c'est The Mask. Tu vois, donc. Ouais, The Mask aussi, qui est génial aussi. Mais bon, voilà, c'est un comique, quoi. Et c'est vrai que, en fait, quand j'ai vu ce film, j'en avais entendu parler à l'époque sur Skyblog. Et quand je l'avais vu, j'étais en mode waouh. Et en fait, il y a eu toute une réflexion où je me suis dit, mais toi, Pauline, en tant qu'adolescente, écorchée, torturée et tout, qu'est-ce que ça te ferait ? Est-ce que tu serais OK de t'enlever des souvenirs d'une personne ? Qu'est-ce que ça engendre ? Parce qu'en fait, c'est ça qui fait réfléchir, c'est que tu te dis... C'est ça le sujet du film. Ton souvenir, il te fait ce que tu es toi aujourd'hui. Donc si tu l'enlèves, qu'est-ce qui se passe ? Et est-ce que c'est une bonne idée de l'enlever ? Parce que du coup, tu retires une part de toi-même. Enfin, voilà, il y a tout ce fond, en fait. Tout ce questionnement qui se passe à la fin du film. Et puis, alors évidemment, je ne parle pas de l'esthétique du film qui est trop belle. La mise en scène. La mise en scène est magnifique. Kate Winslet et Jim Carrey, ils sont incroyables. Enfin, les deux sont géniaux, quoi. Ils sont vraiment géniaux. Et puis, leurs personnages aussi. Les personnages sont géniaux. Parce que, Jim Carrey, Joël est vraiment un personnage, très discret, très renfermé sur lui. Il se fait tout petit, il parle pas fort. Il est très discret, quoi. Alors que Kate Winslet, dans son rôle de Clémentine, elle est excentrique comme pas possible. Voilà, elle change de couleur de cheveux et je vous parle pas d'un brun à un blond, je vous parle d'un orange à un rose à un bleu. Ça se passe beaucoup aussi dans un décor qui est marin et gelé. Donc ça se passe beaucoup dans des décors hivernaux. Il y a une très belle scène qui est très connue où ils vont sur un lac gelé et ils s'allongent sur ce lac. Et la scène sur la plage où ils sont dans l'eau et tout. Bref, il se passe plein de trucs. C'est un film assez loufoque, entre guillemets, parce que Michel Gondry aussi est très connu pour ça. Où, dans la mise en scène. À un moment, il y a une scène où il y a un lit au milieu de la mer, on comprend rien à ce qui se passe. Il y a plein de moments où on se dit, mais c'est pas possible, là, ce qui se passe, tu vois. Donc voilà, pour tout ça, Eternal Sunshine, c'est vraiment un film qui est très, très, très profond dans mon cœur et qui, même encore aujourd'hui... me fait poser plein de questions, plein de réflexions, et qui me touche en fait. Et les musiques, encore une fois. Ah, c'est qui a fait la musique ? Et justement, j'allais regarder parce que je t'avoue que je ne sais plus. Mais musique incroyable, John Bryan. En tout cas, le thème musical, c'est John Bryan. Je ne connaissais pas, je vous avoue. Je me rappelle plus de la musique, m'a pas marqué dans celui-là, mais... Le thème en fait, le thème principal, moi, m'avait beaucoup marqué. Je me demande aussi s'il n'y a pas Beck. Ah si, si. Mais c'est l'artiste. Oui, c'est des morceaux additionnels. Ouais. Oui. Et il y a des morceaux de... C'est vrai. Oui, c'est le thème musical qui revient souvent. C'est John Bryan. C'est le compositeur sur la musique du film. Oui. C'est ça. Donc ouais, franchement, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent ce film, mais si vous ne l'avez pas vu... Moi, je suis pas sûr. C'est un film qui est connu. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui l'aient vu. Ah, tu crois ? Ouais. C'est un film qui est quand même... c'est pas comme Lost Highway, c'est beaucoup plus facile d'accès, mais c'est aussi... il y a un côté loufoque. Enfin, il y a un côté qui est quand même un peu en décalage. Ah oui, carrément. Qui est pas forcément... qui peut rebuter des gens aussi. Enfin, il y a une part... dans le cinéma de Michel Gondry, quand même, il y a une part de trucs d'absurde et de choses complètement... Mais lui, c'est très significatif de son onirique. Oui. Mais oui, c'est ça. Ça peut rebuter... C'est vrai. Mais si vous avez l'occasion, honnêtement, allez-y, parce que il fait poser plein de questions, en fait. Voilà, c'est mon dernier film. J'hésite entre deux films. Je voulais vous parler, mais je crois que je vais quand même prendre le film d'animation. Parce que moi aussi, je voulais faire un film d'animation quand même
Parce que pour moi, c'est pas des dessins animés, c'est vraiment du vrai cinéma. Des films d'animation qui méritent d'être vus autant que des films de fiction, quoi, traditionnels. Et donc, moi, je voulais vous parler d'un film d'animation japonais qui s'appelle Les Enfants Loups. Je sais pas si tu le connais, Pauline. Je connais pas. Tu connais pas? Puis surtout, je pensais pas du tout que t'allais parler de ça. Ah ouais? Je pensais que t'allais parler de Wall-E. Ah bah ouais, bah non. Bah ouais, pour le coup, Wall-E, c'est aussi un super film, mais... Non, franchement, il faudrait que tu le regardes, je peux le conseiller. Donc, je vous fais un petit résumé du film. Je vais lire ma petite fiche là pour le résumer. Un des personnages principaux, c'est Anna, qui en fait, le film commence comme ça. C'est une jeune étudiante et elle tombe amoureuse d'un homme mystérieux qui s'avère être un homme, mais aussi un loup. Okay. Il se transforme. C'est le dernier des descendants d'une espèce ancienne, machin bidule, et voilà. Donc, elle tombe amoureuse de ce type, et ensemble, en fait, ils ont des enfants. Un garçon et une fille, qui s'appellent Ame et Yuki. À un moment, le papa, il meurt. Et du coup, cette jeune fille, cette maman, elle se retrouve toute seule avec ses 2 enfants, qui sont eux aussi... Enfants loups. Enfants loups, évidemment. Et elle se retrouve toute seule à devoir les élever. Ils vivent en ville, et évidemment, quand ils sont bébés, ils n'arrivent pas, ils se transforment. Enfin, ils sont une fois de temps en temps, ils sont humains, et puis une fois de temps en temps, ils sont loups, mais ils maîtrisent pas encore leur transformation. Donc, ça pose forcément dans le monde dans lequel on vit, ça pose des problèmes. Et donc, elle décide de partir à la campagne, de s'éloigner avec ses enfants pour être un peu plus cachée et pouvoir les élever en sécurité, quoi. Donc, elle décide de partir à la campagne, loin des regards. Et du coup, et voilà, le film commence à ce moment-là. Et tu suis l'histoire de cette famille, avec cette maman qui élève ses 2 enfants. Tu suis l'histoire de comment elle les élève, de qu'est-ce qu'elle leur apprend. Et puis, tu suis évidemment les 2 enfants. Leur évolution, et ils grandissent. Et évidemment, il y en a une qui se rapproche plus du monde des humains. Et le garçon, lui, il a envie de vivre sa vie naturelle, en fait, et plus sauvage. Et il se sent mieux dans le monde des loups, dans la nature, en loup. Ce que j'ai bien aimé dans ce film, c'est que tu regardes un film d'animation, mais dans la narration, tu as l'impression de regarder un film de fiction. Tout est ultra réaliste dans le déroulé de la vie. C'est le déroulé de la vie de monsieur et madame tout le monde, sauf que, en fait, elle, c'est l'histoire d'une femme, une veuve, qui se retrouve avec 2 enfants sur les bras et qui doit les élever. Et elle fait tout pour les élever correctement et du mieux qu'elle peut. Et ça, il y a ce thème de la maman qui se dévoue corps et âme pour élever ses enfants et qui essaie de les élever le mieux possible en les laissant libres de leur choix. Ça, c'est un thème qui est hyper développé dans le film. Et évidemment, c'est un film d'animation japonais où, comme d'habitude, la nature est ultra bien représentée, hyper belle, c'est très beau, c'est très onirique, c'est très poétique. C'est très contemplatif aussi. Comme des périodes de vie, tu vois les saisons dans le film qui passent, des enfants qui grandissent, qui changent, qui évoluent, dans leurs interactions, dans les dialogues aussi, tu les vois évoluer, quoi, l'adolescence, les prises de position, les refus et tout ça. Tu suis la vie d'une famille, en fait, banale, sauf que, effectivement, ils sont capables de se transformer, et au fur et à mesure des années, il y en a qui ils font leur choix. J'ai trouvé ça hyper beau, ça m'a vraiment... En plus, c'est un film qui est long. Je crois que c'est un film qui doit durer plus de 2 heures, je crois. Ah oui, ok. Et ce qui est quand même assez rare pour un film d'animation. Et le réalisateur, il prend vraiment le temps de se poser, en fait, et de regarder cette famille, de mettre en scène ses enfants, cette mère qui travaille dans les champs, qui se fait accepter par la communauté de la campagne pour, au fur et à mesure, pour se faire intégrer et éduquer ses enfants, en fait, tout simplement. C'est très très beau. J'ai vraiment adoré ce film. Je vous conseille à tous de regarder ce film, Les Enfants Loups. C'est réalisé par qui? Oui, c'est ça. Je n'ai pas dit le nom du réalisateur. Il n'est pas très connu. Mamoru Osada. Osada. Ok. Exactement. Mamoru Osada. Et il est de quelle année ce film? 2012. C'est un film un peu plus récent que d'habitude. Et j'avais vu aussi Le Garçon et la Bête de lui après, du coup, parce que j'avais vu que j'avais beaucoup aimé ce film. Alors, c'est pas du tout la même histoire et tout ça, mais c'est un très bon film aussi. Le film, oui, il y a tous les thèmes qui sont souvent repris dans le cinéma d'animation japonais, la nature, la place à la différence, l'acceptation de la différence et surtout l'acceptation de qui on est
et des choix qu'on va faire. Donc la petite fille, elle décide de vivre plutôt du côté humain, et le garçon, lui, il décide de vivre, d'assumer son côté sauvage et de vivre dans la nature. C'est très beau. Et t'as la maman au milieu qui, elle aime les deux et elle les laisse faire leur choix, en fait. Alors évidemment, dans le film, il y a des moments où ça se frotte un petit peu, voilà, mais au final, chacun... Elle les laisse vivre leur vie. Exactement. C'est un film sur la liberté, sur la différence, le fait de faire des choix. C'est très beau, c'est très mélancolique, c'est très poétique. Je me rappelle, j'avais été le voir. En fait, la plupart du temps, les films dont j'ai parlé là, c'est des films où je suis allé voir où je m'attendais pas forcément à voir ce que j'allais voir. Et d'un seul coup, tu te reprends le truc dans la figure et tu fais ah mince, c'était vraiment bien en fait. Et là, c'est le cas. Voilà pour ma petite sélection. Trop bien, merci d'avoir parlé de ce film parce que lui, il me tente bien. Regarde-le, vraiment, tu vas avoir l'impression de voir un film d'auteur de fiction normal, en fait, mais sauf que c'est de l'animé, quoi. Bon, on va passer au dernier. Alors, j'étais obligée. Non, personne m'a obligée. Mais je me suis sentie obligée de mettre un film de Tim Burton parce que, Tim Burton, quoi, ma vie, mon sang. Bon, moins maintenant, mais effectivement, j'ai beaucoup grandi avec Tim Burton, son univers, etc. Il y a un de ces films, moi, qui m'a beaucoup marqué à l'adolescence, et j'ai l'impression que c'est pas un de ses films les plus connus, entre guillemets. J'avais envie de parler de Big Fish, qui est sorti en 2003. Et donc, dans les acteurs principaux, vous avez Ewan McGregor, vous avez Helena Bonham Carter. C'est les deux grosses têtes d'affiche, on va dire, sur ce film-là. Pour vous faire un résumé, donc on suit un fils qui va voir son père, qui est mourant. Et ce papa a toujours raconté sa vie avec des récits vraiment farfelus. Il racontait toujours des histoires qui avaient ni queue ni tête, des choses qui étaient impensables, impossibles. Et donc, en reconstruisant ces histoires ensemble, le fils découvre une certaine vérité qui est plus profonde sur son père que ce qu'il pouvait imaginer. Et en gros, il y a vraiment cette histoire de relation entre le fils et le père où ils sont pas d'accord, où ils se comprennent pas. Ils sont dans deux mondes différents. Il y a le père qui est très dans l'imaginaire, dans des récits fantasques, et le fils qui est terre à terre. D'ailleurs, la femme du fils dans le film, c'est Marion Cotillard. C'est un de ses premiers films américains dans lesquels elle a joué. Et en fait, quand le père devient mourant, le fils arrive à comprendre plus de choses. C'est un film qui m'a beaucoup touchée tout de suite. J'ai adoré ce film. En gros, 95% du film, on suit la jeunesse du père, qui raconte en fait comment est-ce qu'il a rencontré sa femme. Donc la mère, vous avez donc 95% du film, c'est ça, et donc il raconte avec toutes ces histoires fantasques, où franchement il a vécu des choses qui n'existent peut-être pas, où il a vécu dans un cirque, il s'est fait recruter dans un cirque, et puis il a rencontré sa femme qui était déjà promise à quelqu'un, et pour la récupérer, il a dû faire des choses folles, et il y a tout un truc très épique, beaucoup d'aventures, voilà, un imaginaire très 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 fort. Et puis on retrouve le style visuel très typique aussi de Tim Burton, où il y a un petit peu, de très loin, des choses qui font peur, quoi, mais peur pour les enfants, donc ça reste très soft. Mais il y a aussi des images très flashy finalement. Je vois encore cette image où il est dans un champ de jonquilles. Tout est très jaune, tout est très beau. Enfin voilà, il se passe énormément de choses. Comme d'habitude aussi dans les films de Tim Burton, on retrouve plein de personnages très atypiques. On va retrouver un géant, on va retrouver une femme à barbe, on va retrouver un nain. Enfin bon voilà, il y a plein de trucs, comme d'habitude avec Tim Burton. Surtout, ce que je trouve très beau, c'est ce qui se dit à la fin du film. Où en fait, oui, ce père, il a raconté son histoire en rajoutant plein de petites étincelles et plein de petites paillettes et plein de petits trucs farfelus. Mais au fond, l'histoire, elle est vraie. Parce que c'est son histoire. Et en fait, ce père, donc le film s'appelle Big Fish, parce que ce papa demandait tout le temps à être dans l'eau. Il avait tout le temps besoin d'être dans l'eau, d'être dans sa baignoire, d'aller nager, voilà, jusqu'à la fin de sa vie, il a toujours eu besoin d'être dans l'eau. Et à la fin de l'histoire, on comprend pourquoi. Le pourquoi du comment. Mais ouais, c'est un film qui est très touchant. Sur les relations familiales, sur le fait que... J'ai envie de pleurer. Sur le fait qu'on se comprend pas toujours. Je fais vraiment pleurer. C'est l'adolescence qui remonte. Mais oui, clairement, de toute façon, c'est un film que j'ai vu à l'adolescence, mais qui est aussi très parlant à l'âge adulte. Parce que dans le film, ils sont adultes, tu vois, les deux. Ils ont fait leur vie, lui, il est marié, il attend un enfant, il attend son premier enfant d'ailleurs, quand son père est en train de mourir. Donc ouais, je trouve que c'est hyper touchant. Enfin, sous des airs d'histoire un peu farfelues, tu vois, il y a un vrai fond d'émotion et de tendresse et d'amour, quoi.
j'arrête de pleurer, puis je reviens. Donc voilà, Big Fish, si vous l'avez jamais vu, je ne peux que vous conseiller. Alors ouais, bon, il date un peu, donc il y a des effets spéciaux aujourd'hui, c'est un peu border. Ah oui, il y a des spéciaux numériques quand même là-dedans. Un petit peu, bah oui, il y en avait quand même beaucoup. Oui. Même si pour l'époque c'était incroyable. Bon, bah c'est un film aussi où bon, bah, c'est pas un film d'aujourd'hui, donc ça manque de diversité dans les personnages, il y a de la grossophobie, enfin bon voilà. C'est pas un film que je vous conseillerais sur la tolérance ou des choses comme ça, quoique c'est quand même un des messages du film aussi, hein. Mais bon, pas avec nos regards d'aujourd'hui, mais bon voilà, c'est vraiment un film qui m'a beaucoup touchée, comme vous pouvez l'entendre, et que je ne peux que vous conseiller. Et du coup, pour finir l'épisode, bon, on a dit qu'on avait sélectionné 5 films, on va pas faire un point comme on l'a fait là sur d'autres films, mais on voulait vous dire un peu pêle-mêle d'autres films qui vraiment nous tiennent à cœur, et là, bon, c'est ceux qui nous viennent maintenant, il y en a sûrement d'autres. Qu'est-ce que tu dirais? Quel film tu voudrais au moins énoncer? Moi, il y a au moins un film dont on n'a pas parlé, mais dont on dirait qu'il aurait fallu parler, c'est Blade Runner, parce que c'est le premier, hein, bien sûr, le film de Ridley Scott, en 82, 3, un truc comme ça, je crois, Cap peut-être. Années 80. Années 80, début des années 80. Mais parce que c'est le film de science-fiction, c'est une sorte de polar noir de science-fiction qui a conditionné en fait tous les autres films de science-fiction qui ont été après en fait. C'est un film, il faut avoir vu Blade Runner pour comprendre un peu. Si vous aimez la science-fiction. Ouais, si vous aimez la science-fiction, bien sûr. Mais c'est pas un film que de science-fiction. Non, c'est vrai. C'est un contexte de science-fiction, mais ça parle c'est un film qui parle d'autre chose. C'est un film qui parle de la condition humaine. Après, comme souvent, il y a souvent après des sujets sous-jacents, mais il faut aimer le genre de la science-fiction, quoi. C'est issu d'un roman de Philip K. Dick, je crois, un grand auteur de science-fiction, qui pose vraiment plein de questions, et la mise en scène est vraiment incroyable. La musique est datée, évidemment, mais ça participe de l'ambiance vraiment du film. Voilà, moi, il y a ce film-là. Il y a un autre film aussi de Christopher Nolan qui s'appelle Memento. C'est un film qui n'est pas forcément très connu. Il était dans ma liste. C'est un de ses premiers, en plus. Ça fait partie des premiers. Ouais. C'est pas son premier, mais voilà, c'est un film pareil, qui, dans la forme et sur le fond, est vraiment... Regardez ce film, c'est... Moi, je me souviens que j'étais allée le voir, il l'avait rediffusé au cinéma, et j'étais allée le voir, je l'avais jamais vu. Il m'a chopé, quoi. Bah ouais, c'est un film qui chope, parce qu'il est différent des autres, en fait, dans la construction, c'est toujours pareil. C'est pas un film qui est construit... c'est inattendu. Comme un film classique, en fait. Et du coup, la forme... pour le coup, là, la forme du film vraiment tire met le spectateur vraiment dans le même état que le protagoniste de l'histoire. C'est-à-dire on est complètement perdu comme lui. En fait, l'histoire, c'est quelqu'un qui a une perte de mémoire courte, à court terme. À court terme, ouais. Et qui, du coup, note tout, fait des polaroïds pour se souvenir des choses qu'il vient de faire. C'est compliqué. Chaque jour, il revit une nouvelle journée. Voilà, exactement. Et pêle-mêle comme ça, sans faire forcément de résumé. Est-ce que tu veux citer d'autres films ? Le Voyage de Chihiro, un film sur lequel j'ai travaillé qui s'appelle La Tortue Rouge aussi, très très beau, un film d'animation. C'est un film d'animation. Le Soldat Ryan, mais on en a parlé, c'est vraiment aussi... en science-fiction, voilà, il y a eu Blade Runner, et après, l'autre film Game Changer, c'est Matrix. Voilà. Mais il y a déjà un épisode sur le podcast qui parle de Matrix, donc vous pouvez aller l'écouter. Mais en science-fiction, il y a eu... Voilà, Matrix, ça a quand même... moi, je me rappelle... Ça a changé quelque chose. Ouais, c'est... Mais ouais, effectivement, il y a déjà un épisode où on en parle longuement, un épisode avec Maël, qui est sorti au début de la saison 2, si je vous dis pas de bêtises. Donc, si ça vous intéresse d'avoir une analyse MDR, notre avis un peu plus poussé sur le film, n'hésitez pas à aller l'écouter. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre on a mentionné vite fait Wall-E tout à l'heure. Ouais, Wall-E aussi, c'est vraiment un film, c'est un film Forrest Gump. Gladiator, voilà. Et mon film chouchou, mon plaisir coupable, mais que j'aimerais jusqu'à la fin de ma vie, c'est Top Gun. Parce que Top Gun, c'est le symbole des années 80. Dans tout ce qu'il y a de bien et dans tout ce qu'il y a de mal. Hein. Mais c'est le symbole du patriarcat, c'est le symbole, des bonhommes. C'est des bonhommes, c'est le symbole, tu vois, un bonhomme, ça pleure pas, ça n'a pas de sentiments, ça passe au-dessus de tout ça. Mais putain, c'est trop bien. Mais le film, il est trop fun. J'adore ce film, c'est un de mes films préférés.
Okay. Malgré tous ses défauts, ça reste pour moi un film qui a aussi changé les choses dans l'histoire du cinéma d'action, du blockbuster. Les plans dans les avions, tous les combats aériens, toutes les prises d'avion, c'est des plans qui sont au niveau cinéma, c'est incroyable. C'est fait sans effets spéciaux, quoi. Okay. C'est un de mes films, j'adore ce film. C'est mon petit bonbon. C'est ton guilty pleasure. Ouais, franchement, je peux le regarder sans problème. J'adore les musiques, c'est incroyable. C'est le symbole d'une époque. Ok, je comprends. Alors effectivement, on n'a vraiment pas du tout parlé de films français. Donc moi, je me rattrape juste rapidement là-dessus. Un de mes films préférés aussi en français, ça s'appelle Le premier jour du reste de ta vie, qui est un film qui m'a bousculé. Enfin, vraiment, je l'ai adoré. Mais je ne vais pas trop en parler parce que je vais rechialer. De toute façon, tous ces films-là, c'est Le premier jour du reste de ta vie, c'est un super film, c'est vrai. Mais les thèmes qui sont abordés, c'est des thèmes qui sont abordés aussi c'est à peu près les mêmes thèmes qui sont abordés dans la liste des films dont on a parlé. Oui, carrément. Bah, de toute façon, tout se rejoint. Tout se retrouve toujours. Mais c'est un super film, c'est vrai. Mais un très bon film français qui, je trouve, est sous-coté. Donc, allez-y. Il y a La Cité de la Peur. Parce que, alors, c'est vrai que quand on en a parlé en off avec mon frère, on s'est dit, purée, on a mis que des films qui sont pas drôles, quoi. Enfin, genre, il n'y a aucune comédie. On a mis de la science-fiction, on a mis un peu de l'horreur, on a mis du film plus traditionnel et tout. Enfin, bref. Et alors que pourtant, La Cité de la Peur, vraiment... C'est marrant parce qu'en plus, c'est pas du tout ta génération. Pas du tout, mais qu'est-ce que je l'adore. C'est carrément ta génération. Mais pourtant, je suis pas très film de comédie aussi. Hein. C'est pour ça que moi, personnellement, j'en ai pas beaucoup. Mais alors, La Cité de la Peur, c'est ma petite pépite, quoi. Genre, ouais, moi aussi. Si tu vas pas très bien, soit tu le regardes en entier, soit tu vas sur YouTube prendre juste des extraits, tu te fais une petite poire, et puis ça va mieux, quoi. Et puis après, bon, bah, effectivement, Moulin Rouge, j'en ai parlé tout à l'heure. Roméo plus Juliette, donc, avec Leonardo DiCaprio. Très bon film. Incroyable. Bah, si on veut aller là-dedans, Titanic, hein, tu vois, Titanic, super film. Très bon film, bien sûr. Super film. Hein. Abyss. Ah, je connais pas. Tu connais pas Abyss ? Non, ça me dit rien. Bah, c'est de Cameron aussi. Ok. Très bon film. Et puis, bah, évidemment, L'étrange Noël de Mr. Jack, je peux pas ne pas le mentionner, parce que c'est pareil, je pense que ça fait partie des top films que j'ai vu le plus de fois dans ma vie. Je le connais par cœur. Bon, voilà, il y en a encore plein d'autres auxquels là, on pense pas tout de suite, mais n'hésitez pas, vraiment, on est curieux. Alors, vous n'êtes pas obligé de nous faire une critique cinématographique pour chaque film, mais voilà, si vous avez envie de nous lister des films, vous, qui vous ont plu, allez-y. Si vous voulez aller un petit peu plus dans le détail, vous pouvez en m'envoyant un DM, ça sera vraiment avec plaisir. Si vous êtes d'accord ou pas avec des films que nous on a cités, allez-y aussi, ça sera super d'avoir votre retour là-dessus. Et puis on vous laisse, on vous souhaite une bonne journée. Allez, à bientôt. Salut. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et sur les réseaux sociaux. Et pour rappel, le podcast à nous deux, c'est un mardi sur 2.